Bonjour tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui va nous entraîner sur les traces d'un personnage très énigmatique et très sulfureux qui a été adulé par certains, vilipendé, ostracisé, emprisonné, j'en parle, par d'autres. Et l'histoire en a conservé du reste une image assez contrastée, un peu trop partisane à mon goût. Je veux parler ici de Cagliostro, du comte de Cagliostro. Alors, la grande majorité des historiens ont retenu de lui que c'était un escroc, que c'était un menteur, que c'était un souffleur, un faux alchimiste, un intrigant. C'est le personnage, vous savez, qui aurait trompé, et pourtant les faits historiques montrent le contraire, mais qui aurait trompé dans la fameuse histoire du collier de la reine. Bref, il est temps, je pense, de faire la lumière, parce que beaucoup de travaux récents ont été menés par des plumes de très haute stature et des personnes à l'intelligence rare. Et donc, eh bien, dans cette petite vidéo, je vais donc vous parler de ce personnage en quelques mots, en espérant peut-être vous piquer votre curiosité, peut-être vous donner envie eh bien, d'aller par vous-même investiguer, voir un petit peu ce que l'on peut dire. Alors, le comte Alessandro di Cagliostro demeure l'une des figures les plus énigmatiques et controversées du XVIIIe siècle. Personnage à la fois adulé, vilipendé et d'autres, il incarne parfaitement les contradictions de son époque, entre lumière et ésotérisme, entre raison et mystère. La question de son identité, et notamment son éventuelle confusion avec Giuseppe Balsamo, continue d'alimenter les débats historiques, tandis que son héritage spirituel et maçonnique mérite une analyse approfondie. Il y a du reste régulièrement des auteurs qui s'y penchent et c'est très intéressant. Alors déjà, un point très important sur Cagliostro et Giuseppe Balsamo, Joseph Balsamo. Même Alexandre Dumas, dans sa série de livres, Joseph Balsamo, n'a pas résisté à cet attrait, à cette sirène, et en a fait un portrait au vitriol. Voyons un petit peu ce qu'il en est. La confusion entre Alessandro di Cagliostro et Giuseppe Balsamo trouve son origine dans les écrits du marquis de Luchet et fut popularisée par l'Inquisition romaine. Selon cette version, Cagliostro ne serait qu'un alias utilisé par Balsamo, un escroc sicilien né à Palerme en 1743. Cette théorie, parce qu'elle n'est pas complètement validée, s'appuie notamment sur les témoignages de Palermitins, affirmant reconnaître en Cagliostro leur ancien concitoyen Balsamo. Des similitudes également existent dans leurs itinéraires de vie. La présence des deux hommes à Londres à des périodes très proches. Donc il y aurait gentiment une confusion des genres, où l'un se ferait passer pour l'autre, et puis vous savez, les historiens ont vite fait de mélanger les choses. Alors, le livre le plus juste et le plus vrai, c'est le livre de Marc Aven. Alors celui-ci, je vous le recommande, qui s'appelle « Le maître inconnu Cagliostro ». Marc Aven, dans cet ouvrage, propose une analyse minutieuse, dans la première partie de cet ouvrage, réfutant cette identification. Et ses arguments sont vraiment très intéressants. Déjà, il note des différences physiques notables entre les deux hommes, documentées, témoignages à l'appui. L'impossibilité chronologique de certains événements si l'on considère qu'il s'agit de la même personne. Bon, et il le prouve, hein. La différence fondamentale de caractère et d'éducation entre les deux personnages. Marc Aven, je vais vous citer un passage de son livre, nous dit notamment « Cagliostro parlait plusieurs langues, possédait une culture étendue et des connaissances médicales approfondies. » Tandis que le personnage Balsamo était décrit comme peu instruit, et ne maîtrisant passablement que l'italien. Alors, Cagliostro est principalement connu pour avoir fondé le rite égyptien, qui est une branche particulière de la maçonnerie, de la franc-maçonnerie.
Dans sa lettre au peuple français en 1786, je vous le cite, il écrit « Je ne suis ni de race illustre, ni de race abjecte. J'ai reçu pour mission de faire le bien partout où je passe, d'améliorer l'homme et de le rapprocher de son Créateur. » Alors, le rite égyptien se caractérise par une importance accordée à la régénération physique et morale. Un petit peu comme ce dont je vous ai parlé la semaine passée. Vous savez, je vous ai parlé de Jacques Cazotte, du Diable amoureux, je vous ai parlé également avant de Stanislas de Guaita. Tout ça est un petit peu la même chose, la régénération. Alors, l'inclusion des femmes dans les réunions maçonniques. C'était mixte. Tiens, ça vous rappelle pas Papus? Lui aussi, il a ouvert son enseignement aux femmes. Pour l'époque, vous avouerez que c'est quand même assez novateur. Et puis, un symbolisme fortement teinté d'hermétisme égyptien et d'alchimie. Son influence sur la maçonnerie européenne fut considérable. À Strasbourg, Lyon et Paris, il initia de nouveaux adeptes et fonda, du reste, plusieurs loges. Alors, en quoi s'agit ce rituel? Alors, je cite, « Notre but est la gloire de l'Éternel et le perfectionnement de l'être humain. La vraie félicité consiste dans la recherche de la sagesse et la pratique de la vertu. » Il faut savoir aussi que Cagliostro était profondément versé dans l'art d'Hermès et dans l'alchimie. Ses connaissances en la matière se manifestaient notamment à travers ses travaux sur l'élixir de longue vie, des opérations de transmutation métallique qui ont eu lieu en face de plusieurs personnes, et puis surtout des prescriptions médicinales basées justement sur des principes alchimiques venant notamment de Paracelse. Il affirme notamment dans un manuscrit qui a été conservé à la Bibliothèque nationale, son rituel de haute magie, je le cite, « L'or des sages n'est pas l'or vulgaire, c'est la même lumière cristallisée dans la matière. » Très intéressant. Puis il y a aussi un héritage rosicrucien, parce que la dimension rosicrucienne de l'enseignement de Cagliostro est particulièrement visible justement dans tout ce qu'il préconise pour la régénération spirituelle du corps, de l'âme, de l'esprit. Soufre, sel, mercure. Je dis ça en passant, bien sûr. Et puis, son système initiatique est basé par degrés, un petit peu comme l'enfance, l'adolescence, l'être adulte. Mais son action ne se limitait pas à la thérapeutique. Il préconisait aussi une réforme sociale profonde basée sur l'éducation initiatique, une unité universelle de l'homme et surtout une émancipation et une liberté totale de conscience. Alors, intéressons-nous quelques instants à sa dimension, j'allais dire, thérapeutique. Parce que vous allez voir que ça, beaucoup d'historiens le passent sous silence. De nombreux témoignages attestent des guérisons opérées par Cagliostro. Il soignait gratuitement les pauvres, utilisant des remèdes dont il gardait le secret. Le cardinal de Rohan témoigne, alors cardinal de Rohan, si vous connaissez l'affaire du collier de la reine, évidemment, il était également dans la partie. « J'ai vu Cagliostro à l'œuvre. Il ne refuse jamais son secours aux indigents et ne demande rien aux riches. » La pratique médicale de Cagliostro se distinguait radicalement de celle de son époque par sa gratuité et son universalité. Dans plusieurs villes européennes, il établit des dispensaires gratuits où il soignait les indigents. Le baron de Gleichen témoigne du reste dans ses mémoires. Il ne prenait jamais d'argent et vivait très sobrement. Sa porte était assiégée dès le matin par une foule de malades de toutes conditions. Et puis il y a des guérisons qui sont documentées. À Strasbourg, 1780, traitement réussi du prince Louis de Rohan d'une grave maladie. Une autre guérison documentée en 1783 de plus de 15 000 patients sur 3 ans. Il y a aussi le témoignage écrit du marquis de Ségur sur la guérison de la goutte dont il souffrait instantanément.
À Lyon, en 1784, établissement d'un hospice gratuit dans le quartier de la Croix-Rousse. Plus de 8000 consultations ont été documentées qu'il a effectuées en un an. Il y a aussi une spécialisation dans le traitement des maladies considérées comme incurables. À Paris, en 1785 et 1786, le comte de Bavière atteste, je cite, « J'ai vu de mes yeux des paralytiques marcher, des aveugles recouvrer la vue, et tout cela sans qu'il acceptât jamais la moindre rétribution. » Alors, vous voyez, il a quand même été très très présent. Et puis, il y en a qui ont gardé le souvenir de Cagliostro. Il y a du reste Mark Haven dans son livre qui relate un événement assez inattendu. Il a été banni hors de France, bon, par cette fameuse affaire. Et il y a eu une cohorte de plus de 10 000 personnes qui l'attendaient. Je crois qu'il a embarqué au port de Nantes. Alors, pardon si ce n'est pas le bon port, hein, je me mélange un peu. Mais il y a eu presque une haie d'honneur faite par 10 000 personnes qui l'ont suivi. Parce qu'il l'avait soigné, il les avait guéris, il les avait aidés aussi, il payait aussi le loyer des pauvres. Un peu comme le faisait Maître Philippe de Lyon. C'est étrange quand même tout ça. Bref, Cagliostro utilisait plusieurs approches. Des remèdes à base de plantes et de minéraux. Rien de surprenant, ça dérive de Paracels, et puis Spagirico alchimique, c'est un petit peu ici la même chose. Il utilisait aussi le magnétisme curatif, avant Mesmer, bien avant Mesmer notamment. Et puis il y avait des régimes spécifiques et des cures. L'utilisation d'élixirs dont il gardait le secret de fabrication. Ceux qui s'intéressent à l'alchimie sauront évidemment de quoi il s'agit ici. Dans son mémoire sur la médecine universelle, il écrit, je le cite, « La nature offre à tous ses enfants les remèdes à leurs maux. L'art du médecin consiste à les reconnaître et à les préparer selon les lois divines. » Alors je vais vous parler également d'une partie du rituel qui a été créé donc par Cagliostro. C'est tiré du rite de Memphis, qui est une ville égyptienne. C'est le fameux rituel de la colombe. Et c'est, je pense, ce rituel-là, dont je vais vous parler très très rapidement, rassurez-vous, qui voit, je pense, aujourd'hui une extrême confusion visant à ostraciser le monde maçonnique dans son ensemble par rapport aux enfants. C'est pour ça que je vous cite cela. Alors, le rituel de la colombe consistait à prendre des enfants, généralement âgés de 7 à 8 ans, et de les utiliser comme médiums pour des séances de voyance. L'enfant devait être né sous certaines configurations astrales, déjà. Une période de purification préalable, notamment par l'alimentation, était nécessaire. L'enfant était vêtu de blanc et couronné d'une guirlande de fleurs. Selon les témoignages recueillis par le même cardinal de Rohan, je le cite, « L'enfant était placé devant une carafe de cristal remplie d'eau pure. Cagliostro traçait autour de lui des cercles magiques, prononçait des paroles dans une langue étrange, et l'enfant avait des visions et il les décrivait. » Alors il y a eu des cas documentés de ces prédictions, c'est pas juste fumeux. À Saint-Pétersbourg en 1779, il y a eu, par ce rituel, la prédiction exacte de la mort de l'impératrice Marie-Thérèse d'Autriche. Il y a eu aussi la description détaillée d'un accident survenu à la famille Narichnik. À Strasbourg, en 1781, la comtesse de la Motte rapporte dans ses mémoires, je cite, « L'enfant, la colombe, décrivit avec précision un événement se déroulant à Versailles au même moment, ce qui fut vérifié par moi-même par la suite. » À Lyon, en 1784, prévision de l'issue d'un procès important. Et puis aussi la description d'un naufrage survenu aux Antilles. Alors le baron de Breteuil, pourtant sceptique sur ce sujet, note qu'on l'explique comme on voudra, mais les faits sont là. Les visions des colombes, ces jeunes enfants, se sont maintes fois révélées exactes, avec des détails qu'il est impossible de connaître par des moyens ordinaire. Donc le phénomène de voyance était bien montré, démontré. Seulement il utilisait des jeunes enfants. Et de là est venue après toute une polémique disant que voilà,
ce groupuscule ferait des choses voilà, indélicates aux enfants. En fait, ça vient de là, ça a été abattardi, transformé. Et pourquoi? Parce qu'il n'aimait pas Cagliostro. Et donc, comme c'était quelqu'un qui avait une réputation sulfureuse, de là, eh bien, on a commencé à bâtir une légende. Bon, maintenant, je vous donne des éléments ici qui sont contextuels. Alors, certains contemporains tentèrent d'expliquer ces phénomènes de voyance en disant qu'il s'agissait d'hypnose naturelle, de suggestion mentale, de réseaux d'information. Mais il y a aussi la vision de Cagliostro. Dans sa lettre aux Français, en 1786, Cagliostro explique le rituel. Je le cite. « L'innocence de l'enfant sert de canal aux influences célestes. Ce n'est point de la magie noire, mais la manifestation naturelle des dons que le Créateur a placés dans certaines âmes pures et innocentes. » Comme il écrivait d'ailleurs dans son testament spirituel, je le cite, « La vraie médecine est un don de Dieu et doit être pratiquée avec désintéressement et amour. Quant aux visions des colombes, elles ne sont que le reflet de la lumière divine dans le miroir de l'innocence. » Donc vous voyez, il est bien parfois d'aller vérifier plutôt que de colporter certaines choses sans véritablement savoir. Alors, l'implication, bien sûr, de Cagliostro dans l'affaire du collier de la reine, bien qu'il fût acquitté, il faut quand même le rappeler, marqua le début de sa chute. Dans son mémoire, il écrit « Je n'ai jamais cherché que le bien de l'humanité. Mes ennemis ont transformé mes bienfaits en crimes. » Alors, Marc Aven entre dans les détails, si ça vous intéresse, de toutes les manigances qu'il y a eu en France notamment, où Cagliostro aurait été dépositaire de la fameuse médecine universelle. Certains intrigants eh bien, seraient pénétrés chez lui la nuit, lui auraient volé évidemment cet élixir, et après l'auraient fait accuser en disant que c'était lui qui était venu chez eux pour voler des objets. Alors que Cagliostro n'a jamais demandé d'argent. Quand on lui offrait, il y avait des bienfaiteurs qui lui ont offert eh bien, des objets de valeur parfois très très coûteux, Cagliostro rendait un objet encore plus coûteux. Il ne voulait pas être en dette envers personne. Mais ils ont monté des affaires. C'est absolument abracadabrantesque. Il faudrait vraiment que vous lisiez ça. Et franchement, en voyant ça, et on a essayé de lui faire porter le chapeau à chaque fois. Bon, il avait aussi un petit livre dans lequel il y avait des formules particulières, pareil, qui a été volé. Et après, c'est l'inversion accusatoire, vous voyez, dans laquelle nous vivons aussi aujourd'hui. Alors, arrêté à Rome en 1789, tiens encore, Révolution française, 1789, il fut condamné à la prison à vie pour hérésie. Chose intéressante et trop souvent oubliée de l'histoire, l'Église qui a mené le procès a conservé scrupuleusement l'intégralité du rituel égyptien. Le nom des anges, la technique d'invocation, les techniques théurgiques, tout ça, mystérieusement, a été embourbé par l'Église et dort dans les caves du Vatican. La réhabilitation de Cagliostro, entreprise par Marc Aven et poursuivie par d'autres chercheurs, permet de redécouvrir aujourd'hui une figure complexe du XVIIIe siècle. Au-delà des accusations d'imposture, émerge le portrait d'un initié authentique, synthétisant dans ses enseignements les traditions hermétiques, rosicruciennes et alchimiques. Son héritage continue d'influencer les courants ésotériques contemporains, notamment à travers certains rituels de maçonnerie, montent alors à des degrés particuliers. Il y a aussi, il ne faut surtout pas l'oublier, l'influence dans ces pratiques thérapeutiques dans certaines médecines alternatives. Et là, je fais un lien direct avec les neurosciences, où la présence, la parole, la verbalisation d'une certaine manière, l'utilisation donc du verbe, qui peut, comme nous le disait Saint Jean, s'incarner, donc induire certaines choses, eh bien, il maîtrisait tout cela. Et puis la persistance dans son idéal de fraternité vraiment universelle. Alors, évidemment, ce qui a conduit à son ostracisme aussi, c'était sa participation dans cette maçonnerie
égyptienne. Alors déjà, il faut savoir que c'est une branche particulière c'est un rameau, si vous voulez, sur un tronc commun, c'est un rameau, mais un petit peu solitaire. Alors certes, qui est nourri par une sève, on va dire commune, mais qui est bien loin de la doxa ou de l'autoroute telle qu'on peut la connaître aujourd'hui. C'est vraiment quelque chose d'à part. Je vais même plus loin, c'est même des pratiques qui sont véritablement réservées à des personnes qui comprennent certaines choses. Je vous prends un exemple tout simple. Par exemple, la maçonnerie classique de base, comme vous pouvez la connaître, hein, eh bien, ils admettent des personnes qui, par exemple, sont complètement athées, agnostiques, ne croient pas en Dieu, etc. Sur l'enseignement de Cagliostro, impossible. Il faut avoir une foi solide parce qu'on travaille pour Dieu. On travaille avec lui pour améliorer l'humanité. Il y a même des combattants pour combattre les démons. Donc vous comprenez bien pourquoi c'est un rameau en fait qui vient, alors certes nourri de la même sève, pour une certaine symbolique, alors ça s'explique très bien. Et c'est pour ça que justement dans l'héritage, dans le corpus maçonnique traditionnel, tous les symboles dont ils disposent sont essentiellement alchimiques. Mais leurs propres membres, leurs propres adeptes ne savent pas le lire. Ils ne savent ni lire ni écrire, comme ils disent, mais c'est bien ce que ça veut dire. Ils ne savent ni lire ni écrire parce que, eh bien, ils ont occulté ou oublié cet enseignement. C'est pourquoi c'est vraiment quelque chose à part. Alors, je sais, peut-être que cette vidéo va faire polémique et que certains d'entre vous n'hésiteront pas non plus à voir en moi une espèce de zélateur ou quelqu'un qui essaye de plébisciter le courant maçonnique. Je vous pose les choses. Le courant classique traditionnel, pour moi, il est en perdition. Je ne suis pas le seul à le dire, il y en a plein qui le disent. Hein, le siècle des Lumières, la bougie est soufflée, il n'y en a plus. Maintenant, attention, il ne faut pas jeter l'eau avec le bébé et l'eau du bain. Hein. Il y a quand même quelque chose de beaucoup plus pur, un rameau, une pousse différente. Il serait dommageable de dire, allez hop, on met tout dans le même sac et on jette ça, etc. etc. Parce que ça remonte à beaucoup dans un espace-temps différent. Il y a toujours eu, dans les grandes civilisations, des prêtres ou des personnes qui servaient d'intermédiaires entre le ciel et la terre. Et quoi que certaines personnes en pensent ou en disent, eh bien c'est précisément ce quorum, ce groupe de personnes qui protègent aussi des pays, des nations, contre des vilainies. Et c'est pour ça que depuis la Révolution française, de vouloir abattre la calotte, l'Église, que sais-je, c'est aussi une façon d'abattre cela. C'est-à-dire de d'ouvrir en tout cas la possibilité à ce que des idées qui soient néfastes, et je n'ai pas besoin de vous citer lesquelles, hein, vous le vivez comme moi ici, eh bien, par prophylaxie, se développent un peu trop. Donc c'était un rempart, si vous voulez. Et c'est ça le véritable rôle de l'initié. Mais, évidemment, dans une société marchande, commerçante, évidemment, il y en a qui ont dévoyé tout ça. Je ne peux pas vous dire le contraire. Mais, pas oublier qu'il y en a qui sont encore en mission divine. Pas en mission temporelle ou en mission terrestre. En mission divine. Et je vous ferai observer que c'est quand même curieux, l'Église qui s'est emparée de ce rituel. Donc aujourd'hui, il y a des morceaux. Alors, il y en a qui ont fait un très très beau travail de restauration, qui ont retrouvé effectivement ces documents. Alors, il n'y a pas que Marc Aven qui en parle ici, il y en a d'autres hein, plus modernes, je pense à Robert Amblin notamment, d'autres personnes dont je ne citerai pas les noms ici, peu importe. Et si vous voulez, quand vous lisez justement, et quand vous vous intéressez à ces enseignements, à la pratique, parce qu'il y a une pratique, c'est proche de la prêtrise. Hein. C'est pas du tout quelque chose qu'on exécute en dilettante. Hein.
C'est vraiment quelque chose de très très sérieux. Bon voilà les amis, donc Cagliostro a gêné, c'est évident, parce que il était meilleur que les autres médecins, il avait des visions, des ressentis, des sentiments, il pressentait lui aussi, comme beaucoup d'autres, l'arrivée imminente de la Révolution française, bon, où finalement l'Église a été abattue à ce moment-là. Mais en même temps, le quorum, les protections, les boucliers. Et force est de constater aujourd'hui que maintenant ce sont même les édifices eux-mêmes qui brûlent. Donc alors attention, je ne suis pas en train de vouloir défendre absolument l'Église catholique, je dis juste que c'est un garde-fou. Évidemment qu'il y a des abus à l'intérieur, nous les connaissons tous. Mais indépendamment de ça, ça reste une société humaine. Dès qu'il y a de l'être humain, il y a effectivement des vilainies ou des choses qui dérapent. Dans tout groupe humain, dans un groupe de sport, dans un groupe de bowling, vous avez des histoires parfois glauques dès que l'être humain s'assemble. Sauf quand les êtres humains en question travaillent pour le divin. Donc, vous voyez, c'est ça en fait, le côté, alors j'aime pas le mot élite, mais c'est un petit peu ça. C'est pas ouvert à tout le monde. Il y a une profession de foi, comme la prêtrise traditionnelle n'est pas ouverte à tout le monde. Donc, vous voyez ce que je veux dire, c'était pour restaurer Cagliostro, et au-delà de ça, c'est pas parce qu'il a été maçon, il a été très influent, mais il a fait beaucoup de bien, énormément. Donc, il ne faut pas oublier non plus. Et puis, le fameux rituel de la colombe que vous retrouverez, c'est très très bien documenté. Je vous rappelle aussi qu'il y a des traités de cristallomancie, donc l'utilisation d'une boule de cristal, très intéressant aussi, qui dérive des travaux de Cagliostro sur l'utilisation d'une boule de cristal. Du reste, aujourd'hui, qui sait encore, parmi les pythonistes de bazar, comme je les appelle, eh bien qu'il faut une boule de cristal sans plomb, surtout à l'intérieur. C'est pas pour rien. Qui sait que pour avoir une voyance assez pure, dans une carafe en cristal, on peut avoir de merveilleuses visions. Alors il y a l'écrivain Maurice Leblanc, qui est parfaitement au fait de ce dont je suis en train de vous parler, qui en parle. Dans un roman avec Arsène Lupin, sur ce bouchon de le bouchon de la... Bon, tout ça est très très clair. Donc tout ça pour vous dire que Cagliostro mérite véritablement une réhabilitation. Il ne faut surtout pas le diaboliser, parce que pour moi, c'est vraiment quelqu'un qui a fait énormément avancer la spiritualité, qui nous a légué véritablement des outils, j'allais dire, voire même des boucliers, précisément. Et il avait anticipé lui aussi ce que nous vivons, cette déchéance totale, cette inversion des tendances. Il le savait parfaitement. Et il voulait justement nous prévenir, nous prémunir contre cela. Mais malheureusement, dans cette époque pré-révolutionnaire, où évidemment il fallait renverser la royauté, et puis instaurer, vous savez, une autre idéologie. Bon, je n'ai rien spécifiquement contre, mais force est de constater que lorsqu'une plante est en pot, elle n'est pas en pleine terre. Et lorsque les racines ne nourrissent plus la plante, les racines, la sève spirituelle ne la nourrit plus, nous obtenons des végétaux un peu exsangues, un peu morts. Voilà, alors pardon, je suis très passionné, peut-être que vous le sentez, parce que beaucoup de personnes, en parlant de Cagliostro, vous sortent des âneries, des imbécilités. Donc, documentez-vous, allez voir, faites-vous votre propre opinion, puis dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Voilà, parce que je me devais de dire les choses, de les réhabiliter, pour vous éviter peut-être de colporter aussi peut-être certains échos. Vous savez, moi je viens d'une époque où il faut questionner les choses. Moi j'ai eu la chance de faire des études un petit peu de philosophie, et ça permet de questionner, mais questionner tout, y compris ce qui semble être une évidence. Ça, c'est la posture philosophique de base. Ne pas gober tout cru ce qu'on vous montre ou ce qu'on vous dit. Allez vérifier
sur ce sujet comme sur d'autres. Et vous allez être étonné de voir à quel point c'est différent. Alors c'est vrai que nous sommes dans une période de confusion, mais je me dois une fois encore d'essayer modestement à ma hauteur de restaurer la vérité que vous pouvez du reste aller voir par vous-même. Voilà les amis, alors la semaine prochaine on fera une autre vidéo qui j'espère vous plaira, qui sera un petit peu plus mystérieuse peut-être, un petit peu plus narrative, je ne vous en dis pas plus. Merci pour votre fidélité, je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine.